Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être là. Alors vous y avez du mérite, d'abord parce que c'est la fin de la journée. Vous avez peut-être passé une journée complète ici depuis ce matin. Ensuite parce qu'on va entendre des bouchons de champagne et qu'il faudra pourtant qu'on reste concentré. Mais à la fois, je ne suis pas étonné que vous soyez là parce que le sujet est vraiment intéressant et à la faveur de beaucoup d'autres tables rondes, on l'a évoqué. On a évoqué le profil du syndic, le métier de syndic, la difficulté à recruter lorsqu'on était dans les tables rondes professionnelles. Le renouveau du métier sous l'effet du digital, sous l'effet des attentes différentes des copropriétés. Bref, c'est un peu un sujet de synthèse. Alors il y a à la fois ressources humaines, stratégiques, management, commercial, il y a toutes ces dimensions-là. Et c'est pour ça qu'on en a fait une table ronde ouverte, grand public. Donc je pense que dans la salle, il y a des professionnels, sans aucun doute, mais il y a tout simplement des représentants des copropriétés. Alors pour le traiter, des personnalités que je remercie beaucoup d'être venues, qui ont des fonctions différentes dans l'univers de la copropriété. Je vais commencer, en s'éloignant de moi, je vais commencer par Jean Pinsol. Il est le plus proche ici. Il est le président de la Chambre nationale des propriétaires. On va dire qu'il va être la voix des clients. Hein. Alors, il connaît bien la profession, mais très, très clairement, c'est un propos de consommateur des services des syndics que je vais lui demander. On n'est pas dans l'ordre d'énumération qui est ici. Romain Dutrieux, qui est juste à son côté, il est lui-même directeur de copropriété, donc c'est un gestionnaire, c'est un praticien de la copropriété, et il représente, alors, bon, non pas son entreprise, hein, ce qui a été noté ici, mais enfin, il la représente aussi, hein, puisqu'il est chez Sergi, qui est un groupe bien connu, un groupe du Nord, mais qui est présent partout en France désormais. Et il représente une association. Il nous en dira un mot parce que la mission de cette association est vraiment intéressante pour notre sujet. Hein. C'est une association qui rassemble les gestionnaires de copropriété, donc qui n'est pas un syndicat de syndics, hein, qui n'est pas la FNAIM, qui n'est pas l'UNIS, qui a une mission particulière. À côté de Romain, Jean-François Buet, c'est un visage connu. Il a présidé la Fédération nationale de l'immobilier il n'y a pas encore très longtemps. Et aujourd'hui, il est le président, donc c'est un confrère pour moi. Hein. C'est un ami, mais c'est un confrère. Il le préside de l'École supérieure de l'immobilier, qui est dans le giron de la FNAIM. Et puis, à titre professionnel, il est à la tête d'un cabinet de gestion de copropriété. Et c'est l'un de ses métiers, mais il est très attaché à celui-là. À côté de Jean-François, donc je m'éloigne, Nathalie Moreau, elle est directrice des ressources humaines du groupe leader, allez, j'espère pas faire offense au suivant, hein, du groupe leader en gestion de copropriété, c'est Foncia. Je suis très sensible à ce qu'elle soit là, parce que d'abord, Foncia, je lui ai dit très franchement, il y a quelques heures, doit être très présent dans tous ces débats. Hein. C'est le leader. Le leader, il a toujours une mission importante, hein, un peu de locomotive, un peu exemplaire. Et puis, il a plus de problèmes que les autres parce qu'il a des problèmes quantitatifs de ressources humaines qui sont importants. Il faut qu'il y réponde. On a des exigences en général envers le leader. Alors, le deuxième entreprise leader, juste à côté de Nathalie Moreau, c'est le groupe Nexity. Alors, leader incontesté, tout métier confondu. Hein, c'est l'entreprise, la première entreprise immobilière de France qui construit, qui gère, qui fait l'ensemble des métiers. On a avec nous, et je l'en remercie beaucoup, le patron de l'activité qui nous concerne, qui est l'activité de gestion de copropriété. Je crois qu'on dit directeur métier copropriété au sein de la branche Nexity Service. Voilà, c'est Eric Barbary, qui a une longue expérience du métier également, qui est aujourd'hui, je dirais, le pilote fonctionnellement, mais qui l'a fait aussi de façon très opérationnelle. Hein. Si vous le voulez bien, deux périodes dans cette table ronde. Une expression d'abord de chacun, que je vais aider un peu avec les questions que je vais poser, et puis ensuite vos questions et leurs réponses. Je pense que vous êtes beaucoup venus pour ça. Jean, je vais faire ce qu'on ne fait pas assez, à mes yeux, c'est-à-dire faire s'exprimer un représentant des clients, c'est-à-dire des syndicats de copropriétaires,
Alors, c'est contre-intuitif. Hein. Quand vous l'éteignez, il est allumé. Donc, il faut que tu appuies, autrement il ne marchera pas. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. C'est contre-intuitif. Les attentes aujourd'hui. Alors, le propos, il va forcément être un peu générique, un peu caricatural. On essaiera d'affiner après. Quel regard portent aujourd'hui les copropriétaires sur ce besoin en matière de services, de compétences, de profils? Est-ce qu'il y a une satisfaction? Alors, on sait qu'il y a des problèmes d'image. Bon. Et puis, on entend quelquefois des propos peut-être un peu faciles. Moi, mon syndic, je le trouve bien, mais la profession elle-même, elle aurait une image dégradée. On va essayer de dépasser un peu ces images à l'emporte-pièce. Voilà. Est-ce qu'il y a une satisfaction globale? Est-ce qu'il y a des attentes qui sont en cours de satisfaction, qui ne sont pas encore satisfaites? Profil, compétences, services, proximité. Le champ est libre. Ton premier regard sur le sujet? Premier regard, d'abord, je voudrais dire qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée dans le PowerPoint qui est derrière moi. Nous ne sommes plus Chambre nationale des propriétaires, mais Chambre des propriétaires du Grand Paris. Et nous allons regagner l'Union nationale de la propriété. On reconnaît que les choses vont très vite. D'ici la fin de l'année. Voilà, je voulais te le confirmer. Bon, ça annonce d'ailleurs, on peut le dire, c'est une bonne nouvelle, une simplification du paysage pour la représentation des propriétaires, hein, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Il va y avoir un représentant de la propriété immobilière. Donc, justement, la copropriété, c'est d'abord la propriété. C'est d'abord la propriété immobilière, c'est la préservation d'un immeuble au travers de ses parties communes. Donc les parties communes, il y a un mandataire qui est nommé pour les entretenir et éventuellement les améliorer, éventuellement contribuer à la tâche écologique qui nous incombe au niveau des immeubles. Donc moi, je suis pas dans une polémique, je suis pas négatif. On va arrêter de dire que tous les syndics sont mauvais parce que c'est pas vrai. Ça fait partie des marronniers, les politiques tous pourris, etc., etc. Donc il n'y a pas de bon, une très infime partie de bons syndics et de très mauvais. Je crois que globalement, au niveau de la copropriété, les syndics, depuis la loi de 65, se sont de plus en plus professionnalisés au travers de leur personnel, au travers de leurs compétences, au travers du maniement de l'outil informatique. Ce que je recherche en tant que propriétaire, c'est qu'effectivement qu'on s'intéresse à l'immeuble et qu'on fasse participer les propriétaires à la préservation de leurs biens. Parce que cet immeuble, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, mais dans 100 ans, on sera mort. Et l'immeuble haussmannien qu'on connaît tous, ou d'autres immeubles, je n'ai pas forcément un attrait particulier pour la pierre de taille, mais dans 100 ans, il existera encore. En tout cas, c'est le but auquel nous tenons, puisque cet immeuble, c'est un patrimoine qu'en général, 80 à 90% des Français désirent transmettre à leurs descendants s'ils en ont une. Les attentes, si on veut les préciser un peu, là je sors d'une table ronde devant des professionnels où il nous était présenté, mais je voudrais ton point de vue, les critères d'appréciation aujourd'hui d'un syndic, c'est-à-dire à la fois d'un gestionnaire et puis du cabinet dans lequel il travaille, de l'enseigne qu'il représente. Qu'est-ce que c'est? C'est la disponibilité, c'est une hyper compétence technique, c'est une compétence. On a entendu des attentes sur la maîtrise des charges et c'est relativement nouveau, en tout cas ça semble se renforcer. Une meilleure aptitude à la communication, une plus grande transparence. Si tu devais donner 3, 4, 5 critères, peu importe, qu'est-ce que tu dirais? Et est-ce que sur ces critères-là, actuels, il y a satisfaction, il y a des territoires de progrès? Les 3 critères principaux, et mes voisins ne me contrediront pas, c'est le service et le service. Voilà. Ensuite, tu parles de communication, effectivement, oui. Aujourd'hui, avec tous les outils que nous avons, il est attendu de la part des copropriétaires qu'il y ait une communication. La
la compétence technique, effectivement, c'est sur les travaux, parce que les travaux, qu'est-ce qui se passe à Paris notamment, quand tous les 10 ans on doit faire un ravalement, que le ravalement soit bien réalisé, donc il faut qu'il ait une compétence technique. Et puis, la transition énergétique en rajoute. Oui, la transition énergétique en rajoute, mais ça ne veut pas dire une explosion des coûts. Et puis, on va parler d'argent aussi, t'inquiète pas. Mais de toute façon, on parle toujours d'argent, donc je ne m'inquiète pas. Et puis oui, ensuite tu parles de la maîtrise des coûts. La maîtrise des coûts, c'est important parce que c'est de l'argent et parfois les copropriétaires ne réalisent pas que quand ils achètent un appartement ou des lots de copropriété de manière générale, eh bien, il y a des parties communes et que ces parties communes, il faut les entretenir et qu'elles ont un coût. Donc ce coût, il doit être maîtrisé par le syndic. Alors, Romain, c'est un premier propos, ensuite je ferai tourner les idées. Un mot sur la création assez récente de cette association. Quelle est sa mission? Moi, j'avoue que j'avais été très intéressé quand j'ai vu émerger cette association, parce que je pense qu'elle est au cœur du sujet qu'on se pose ce soir, la question de l'attrait du métier, de la promotion du métier de façon très opérationnelle. Et puis ensuite, on parlera du renouvellement du profil. Bon, vous êtes un jeune gestionnaire, en tout cas ça se voit. Hein, voilà. Je fais semblant de l'être encore. Bon, mais c'est avec une expérience. Jeune, je ne parle pas gestionnaire. Avec une expérience d'ores et déjà, mais jeune gestionnaire, donc on parlera du profil. L'association, elle sert à quoi? Alors l'ANGC a été créée donc fin 2017, donc elle est effectivement toute jeune, elle a juste 2 ans. C'est une association, alors bien sûr, vous l'avez bien précisé, ce n'est pas un syndicat. Le but, c'est de promouvoir l'image du métier de gestionnaire copropriété, assistant copropriété et comptable copropriété. Donc on est en dehors du fait de promouvoir les entreprises, mais vraiment purement le métier, alors ce que les gens regroupent sous le terme de syndic. Donc c'est vraiment ça le but. On est dans la promotion vis-à-vis de nos employeurs, parce qu'il y a aussi des gens qui sont indépendants, mais moi, comme vous l'avez vu, je fais partie d'un grand groupe. Il y a donc vis-à-vis de nos employeurs, vis-à-vis des clients qui sont les copropriétaires, et aussi un grand axe aussi sur la formation on va dire des futurs gestionnaires. Puisque monsieur l'a précisé juste avant, on demande quelqu'un qui a des compétences juridiques, des compétences techniques, d'administration, etc. Donc c'est bien quelqu'un qui ne sort pas comme ça d'un carton, d'un chapeau de magicien. Donc il faut le former, donc il faut aussi que la formation soit en adéquation. Et le but de la NGC, c'est de promouvoir ça auprès des établissements qui font des formations en immobilier pour attirer aussi vers les métiers de la copropriété. Puisque je pense que les participants pourront aussi en parler, il y a une difficulté de recrutement qui est due au métier, ça je peux largement en parler puisque c'est mon quotidien, et qui est due au fait, effectivement, à la difficulté de trouver les profils que les gens recherchent pour avoir ce qu'on retient au final, le service du syndic tel que les gens veulent l'entendre. Alors, si on parle de profil, on a l'idée d'un gestionnaire, d'ailleurs ça a été spontanément dit par Jean, qui va être déjà un très bon technicien, au sens très large, hein, un juriste, un technicien du bâtiment aussi, avec une bonne connaissance de ce champ, qui va être un ingénieur financier, il va devoir connaître les questions de financement, bon bref, une approche de la discipline extrêmement forte. Et puis il y a la notion commerciale. Alors moi, je vais prendre le profil un peu autrement. Je suis désolé, c'est peut-être ma formation de base. Pour moi, à la base, c'est un juriste. Parce que c'est quand même l'homme qui définit les règles du fonctionnement de la copropriété. C'est un juriste qui doit effectivement être technicien, puisqu'il y a des techniques, des problématiques de bâtiment et d'autres choses, de chauffage, de tout ce qu'on peut rencontrer sur la copropriété, puisqu'on peut même aller jusqu'aux piscines, puisqu'il y a aussi ces technicités. Il n'y a pas qu'à Paris, même dans le Nord, j'ai des piscines pour casser les clichés. Couvertes. Non, ouvertes, qui fonctionnent l'été. Oui, il y a un été dans le Nord, c'est le 15 août, et après, c'est l'hiver. Je reviens dessus.
Donc il faut un technicien, il faut effectivement un financier, mais il faut aussi que ça soit un responsable des ressources humaines puisqu'il a du personnel. Il faut aussi que ça soit un manager parce qu'il a une équipe. Il faut aussi que ça soit un manager parce qu'il doit s'occuper de ses clients. Il a une relation particulière avec le conseil syndical, mais il doit aussi savoir s'exprimer en assemblée générale, en public devant les gens, savoir se faire respecter. Et être le représentant et le garant de la copropriété. Donc c'est un peu, j'allais dire, le mouton à 5 pattes qu'on cherche tous. Il faut qu'il soit... Alors il ne peut pas être bon partout, mais il faut qu'il soit au moins moyen dans certains sujets et bon dans certains pour et arriver à compenser. Alors la dimension commerciale, est-ce qu'elle est compatible? On parle de mouton à 5 pattes. Bon, très bien, on a senti qu'il fallait une pluridisciplinarité, métier très complet, qui d'ailleurs donne beaucoup de patrons de cabinet. Oui, au final, soit créateur d'entreprise, soit promu, je dirais, à la tête de filiale de groupe. Mais cette richesse, elle donne des managers généralistes après. La dimension commerciale, est-ce qu'elle est attendue aujourd'hui? On l'a bien compris, votre pondération, compétences techniques d'abord, mais ensuite, il faut aussi savoir valoriser le métier, le défendre. Dans la dégradation qu'on peut constater de l'image, est-ce qu'il n'y a pas ce déficit à dire ce qu'on fait, à le démontrer Alors je vais à un moment, oui, il y a un déficit, le gros déficit, et c'est souvent ce qui est reproché au syndic, c'est la communication. C'est monsieur, ça a été sa première discussion, la réactivité et la communication derrière. Donc faire savoir. C'est un peu comme ça que ça marche. Donc effectivement, et même le commercial, c'est-à-dire aussi la relation client, etc. Alors et la valorisation, du travail par les honoraires, du travail par les honoraires. Mais effectivement, alors vous m'ouvrez la porte sur cette discussion-là, c'est effectivement la validation des honoraires. Pourquoi ça a aussi un intérêt? Puisque avoir des honoraires qui pourraient être plus conséquents permettrait aux gestionnaires d'être avec un portefeuille moins important pour gérer les copropriétés, puisque en fonction des endroits, vous avez des gestionnaires qui sont des fois à 50, 60 immeubles à gérer, donc c'est-à-dire 60 histoires à connaître. Enfin, je dis histoire, mais un immeuble, c'est une histoire, c'est ce qu'il a été, ce qu'il est et ce qu'il sera. Donc il faut les Ça veut connaître. dire combien de lots? On se parle franchement. La fourchette, ça va être très large. La fourchette est très large parce que je pourrais parler de mon cas personnel qui est complètement différent. Mais la fourchette, si vous voulez, on considère qu'un gestionnaire, ça doit être à peu près entre 1800 et 2000 lots. Mais avec des copropriétés de taille moyenne, 1800 à 2000 lots, si vous avez que des copropriétés de 30 lots, bah vous faites le décompte, ça fait 60 copropriétés. 60 petites copropriétés, il faut passer. Moi, pour vous donner une idée, en tant que directeur de copropriété, je gère 1200 lots. J'ai 2 copropriétés. Mais parce qu'il y a un travail de management. Mais j'ai le travail de management. Voilà, c'est ça, et mes équipes ont 2000 lots, ce qui représente entre 3 et 4 immeubles, puisque j'ai un service particulier où je ne gère que des très gros immeubles. D'accord. Mais il y a beaucoup de syndics qui ont un panachage de clients, qui vont de la très grosse copro. Alors, pour un syndic, on va dire, je vais dire normal, entre guillemets, on parle de 100, 150 lots, ça devient déjà une très grosse copropriété. Et après, ils ont un chapelet de petites copropriétés qui ne sont pas moins importantes, mais forcément qui des fois sont passées à la trappe en fonction des urgences, puisqu'il y a toujours une règle où vous avez des copropriétés qui sont chronophages ou demandeuses d'intervention et qui des fois, où la quantité d'intervention du gestionnaire n'est pas à la hauteur des honoraires qui sont mis en face. Et ça va toujours en défaveur d'une copropriété qui des fois a l'impression de ne pas voir son gestionnaire, qui ne passe pas, qui ne tient pas au courant, mais aussi tout bêtement parce qu'il n'a simplement pas le temps de le faire, quoi. Est-ce que vous trouvez que le discours de la profession sur elle-même, sur ce métier de syndic, est le reflet de la réalité? Alors, allez, moi je tire le premier. Je le trouve souvent trop sombre. Et moi, ça me gêne un peu parce que pour donner envie de faire le métier, on part mal. Et même vis-à-vis de la clientèle, est-ce qu'on n'a pas la tentation de mettre en avant beaucoup les servitudes, la difficulté, alors que je vois beaucoup de passionnés dans ce métier. J'en vois plus que dans les autres. C'est un métier de passionné parce qu'on va dans la vie des gens. Enfin, c'est la chose la plus importante qu'ont les gens. Des fois, on rentre chez eux, on rentre dans leur vie. On fait partie de leur vie, c'est le milieu, la plupart. Alors, je ne parle pas des copropriétaires bailleurs, mais je parle pour les copropriétaires occupants. Oui. On participe à leur vie. On est là au quotidien pour que l'immeuble tourne. En fait, la problématique, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, sans nous, l'immeuble ne tournerait pas. Oui. Et ça, on voit juste ce que le syndic ne fait pas, mais vous ne voyez pas forcément ce que le syndic fait. Ce n'est pas une leçon de morale que je vous donne, c'est une réalité. Et en fait, c'est un métier très passionnant. J'ai un agenda qui est prévu des fois 1 mois et demi à l'avance,
Et il suffit qu'il y ait un petit grain de sable et ma journée est complètement changée. Elle est passionnante. Il m'arrive des trucs, mais je fais rire tous mes confrères et mes collègues avec tout ce qui m'arrive comme aventure. Mais c'est incroyable. Il m'arrive plein de choses. Je vis des choses. Je vis des projets avec les copropriétaires. Puisque quand on fait des projets sur des améliorations de la copropriété, le premier acteur, c'est le syndic. C'est celui qui va le porter. C'est celui qui va le défendre aussi en AG avec le conseil syndical. C'est celui qui va le gérer, que ce soit les travaux, les appels, etc. Et c'est celui qui va faire toute celle-là. Quand on fait des procédures, on le vit aussi parce qu'on essaye de gagner pour nos clients. On est, on est vraiment lié avec les clients. Une copropriété qui fonctionne, c'est un syndic qui fait son boulot et qui veut le faire, et un conseil syndical qui l'appuie après derrière. Et ça, c'est très important. Moi, je vis mon métier, on va dire, effectivement, je fais des heures, il ne faut pas se leurrer. Excusez-moi, si vous voulez faire les 35 heures, c'est effectivement pas le métier qu'il faut faire, je suis navré de le dire. Mais vous avez, la satisfaction. Moi, quand je rentre chez moi, je me dis, j'ai fait tout ce que je devais pour mes clients. Alors peut-être c'est pas un côté commercial, mais moi, tous mes copropriétaires sont au chaud. À peu près, ils ont peut-être tous pas trop de dégâts des eaux, parce que des fois on n'est pas tout maître de tout. Mais j'ai fait le maximum pour essayer de les sortir de la panade et d'arriver à trouver des solutions. Mon boulot, c'est de trouver des solutions et de faire avancer les choses. Alors, on va revenir vers vous. Nathalie Moreau, oui, c'est comme ça. Allez, je saute d'un cran. Jean-François s'attendait à parler. Ben non, tout à l'heure. Nathalie, je disais tout à l'heure, je parlais de la responsabilité du leader. Elle a plusieurs dimensions. Il a déjà des besoins qui sont hors normes par rapport à beaucoup d'autres. Et donc la question de l'attractivité du métier, du management, de l'approche sociale du métier, il doit l'avoir de manière beaucoup plus exigeante, beaucoup plus pointue. Il a une exigence de modernisation. Un leader, mais ce sera pareil pour Eric, il ne va pas y couper. C'est vrai que souvent, on entend que la digitalisation, vous avez été sans doute entre Nexity et Foncia parmi les plus offensifs, les plus en pointe, parce que vous avez des moyens majorés sans doute, mais voilà. Donc, est-ce que vous sentez aujourd'hui, alors déjà, quelle est votre problématique? Est-ce que vous trouvez suffisamment, je parlais de besoins quantitatifs, suffisamment de gestionnaires de tous âges? On va parler des jeunes, mais pas forcément. Est-ce que vous sentez, puisque vous êtes DRH, que cette population est heureuse par rapport à ses clients? C'est le moment de parler aux clients aussi. Moi, je pense qu'il y a une co-responsabilité. Peut-être que les clients, faut leur faire des reproches, je ne sais pas. Voilà. Quels sont quel est le nouveau profil aujourd'hui? Et est-ce que la relation, elle vous donne satisfaction? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous avez envie de changer le monde un peu? Alors, je vais essayer de répondre. Il y a plusieurs questions dans votre question. Il y en a beaucoup. Donc, je vais prendre dans l'ordre. Le premier sujet, c'est les enjeux de recrutement pour la profession, j'ai envie de dire, parce qu'en discutant effectivement avec l'ensemble des entreprises, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en introduction, et pour rencontrer régulièrement nos confrères, parce que c'est ce qu'on emploie comme terme, d'ailleurs, je trouve de façon très intéressante dans la profession de l'immobilier. Donc aujourd'hui, l'ensemble du secteur me semble concerné par une problématique de recrutement sur le métier, particulièrement de gestionnaire de copropriété. Donc c'est un phénomène qui finalement touche l'ensemble des parties prenantes, qu'on soit un cabinet de taille plus petite, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, et un grand groupe. Donc, et on a des réponses qui ne sont pas forcément les mêmes à apporter aux personnes qui veulent faire ce métier. Donc je pense qu'il y a un premier enjeu qui vient d'être très bien décrit, je pense, par ce qu'est le métier, c'est vraiment redorer et donner ces lettres de noblesse à ce métier de la copropriété, parce que je pense que c'est réellement un métier de passionné. Je pense que c'est un métier extrêmement riche. Je pense qu'il a la caractéristique d'allier effectivement, et c'est assez rare, l'expertise, la technicité. On a parlé de technicité juridique par exemple, mais pas que. Et puis l'intelligence humaine, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension humaine. Ça me touche forcément parce que je trouve qu'il y a pas mal de parallèles avec le métier des ressources humaines quand je parle de copropriété. Je trouve que c'est assez proche finalement. On arrive à rejoindre ces deux éléments. Et cette dimension humaine, elle vient compléter effectivement dans l'épanouissement des personnes qui rejoignent ce métier, la technicité qui n'est peut-être pas suffisante pour évidemment satisfaire les clients. Aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité, moi je ne suis pas issue de l'immobilier depuis toute ma carrière. J'ai été dans le secteur du commerce, qui est un secteur là aussi où on est forcément en interaction très forte avec les clients directement.
Et aujourd'hui, on sait que face à des clients qui sont de façon totalement légitime, plus exigeants en termes de transparence, de communication, de rapidité, de qualité de réponse, c'est-à-dire qu'ils veulent beaucoup de choses, et à juste titre, parce que voilà, c'est légitime. Quand on se retourne sur nos propres besoins, on voit bien qu'on a tous les mêmes. On crée un enjeu supplémentaire, effectivement, à mon avis, dans l'évolution du métier de la copropriété, qui est déjà un métier qui caractérisait déjà par son ADN et technique et humain. Mais je pense que la dimension humaine, de relations humaines, est en train de prendre effectivement un élément de plus en plus important. Moi, je trouve que c'est une réelle opportunité, justement, de donner envie à des personnes de rejoindre ce métier, soit parce qu'elles débutent leur vie professionnelle, donc c'est l'occasion, dans le cadre effectivement des publics qui sont en formation, qui se posent la question d'un parcours professionnel, de venir rejoindre un métier qui est très complet et riche, et qui offre des perspectives d'évolution de carrière très concrètes, comme vous en avez parlé aujourd'hui, que ce soit dans des tailles d'entreprise très différentes. Ça aussi, c'est l'intérêt, c'est-à-dire qu'on peut avoir le choix demain, en rejoignant ce métier, de l'exercer soit dans un grand groupe, parce qu'on a une envie d'avoir un grand groupe, soit aussi d'aller l'exercer dans une activité à taille plus humaine, entre guillemets. Il y a des reconversions. Alors, et j'allais parler des reconversions. Des jeunes, voilà, c'est un métier où on peut procéder à une reconversion de carrière. Moi, j'y crois beaucoup. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, on sait que plus personne ne fera le même métier pendant toute sa vie professionnelle. Ça, c'est terminé, quel que soit le secteur d'activité. Donc aujourd'hui, effectivement, s'adresser à des personnes qui sont en réorientation professionnelle volontaire, parce que voilà, ils ont fait le choix de donner un autre sens à leur carrière professionnelle. Moi, je trouve que c'est un profil sur lequel on a beaucoup à travailler. On s'y penche, et je pense que les acteurs de la formation aux côtés des entreprises le font aussi. C'est permettre effectivement à des personnes qui ont soit une première expérience et qui ont finalement développer des compétences plutôt là de savoir-être, avec évidemment, je vous rejoins quand même une technicité, une expertise, une relation qualitative avec les clients. Une autorité, ça a été dit par Romain, voilà. ce mot il faut le revendiquer, je crois. Et ensuite pouvoir les accompagner sur le développement des compétences techniques, entre guillemets, et on a des réussites, et je pense que c'est aussi un moyen et un enjeu fort pour les entreprises de venir répondre aux problématiques de recrutement que nous connaissons tous, puisque les collaborateurs, on le sait, passent d'une entreprise à l'autre, reviennent quelquefois dans l'entreprise sans aucun problème. C'est le secteur qui veut ça, et chacun a grandi par ses expériences, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment que l'on crée, je dirais, les profils de demain pour la copropriété. Est-ce que vous trouvez que les conditions dans lesquelles on fait le métier, alors chez vous, on va parler de vos entreprises, sont adaptées à ce que vont attendre les plus jeunes, singulièrement. Alors, on parlait des heures tout à l'heure. Moi, je suis attentif à ça. Si vous voulez faire 35 heures, venez pas chez nous. Bon, allez, on va pas aller jusqu'aux 35 heures, c'est peut-être pas beaucoup, mais est-ce qu'il faut s'accommoder du fait que dans les grandes villes, les assemblées générales vous conduisent jusqu'à travailler jusqu'à minuit, et qu'il faille le lendemain matin, néanmoins, être à 9h ou à 8h sur une réunion de chantier? Est-ce qu'il n'y a pas une modification des pratiques, et peut-être des exigences à avoir vis-à-vis des clients? Est-ce qu'il ne faut pas vivre différemment cette relation? Romain, et puis Nathalie aussi, c'est elle qui avait le micro, Romain. Mais... Je prends le micro, je vais juste dire... C'est-à-dire, je dis toujours à mes clients, pour aller chez le médecin, vous êtes prêt à dire à votre employeur, je dois aller chez le médecin à 16h parce que c'est important. Et pour votre trajet annuel? Mais pour votre trajet annuel, qui est quand même pour la plupart du temps votre propre logement, oui. Vous n'êtes pas en mesure de dire, il faut que je prenne une demi-journée pour faire l'assemblée générale l'après-midi. Exactement. La plupart du temps, alors moi je gère des très gros immeubles, on commence à 17h30, des fois on finit à 2h, 3h du matin l'assemblée générale. Qu'est-ce que vous voulez décider à 3h du matin après avoir fait, vous aussi, comme moi, une journée de boulot et d'avoir fait l'AG? La lucidité, la fatigue, tout ce qu'il y a. Il y a une vraie problématique, mais je pense qu'il y a une prise de conscience parce que les générations, excusez-moi de le dire, les générations futures vont dire je ne vais pas m'encombrer d'aller faire une AG le soir. Le soir, c'est peut-être pour le passer avec ma famille. Et en discutant avec les gestionnaires, c'est aussi là-dessus où on discute avec la NGC, c'est de pousser effectivement les copropriétaires à le faire dans la journée. Mais il y a une deuxième problématique. Ce qui se fait dans les villes moyennes de région. Et dans le on tertiaire, demandera à Jean-François qui a une grande expérience. Mais voilà, c'est... Et dans le tertiaire.
Mais Et dans le tertiaire. Mais par contre, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que beaucoup de cabinets, les gestionnaires sont rémunérés sur les heures qu'ils font plus tard dans la soirée. C'est aussi une part importante. Et ça représente 20% de mon salaire, moi, donc c'est pas anodin. Donc, Nathalie, très, très intéressant, parce qu'on va aussi parler de rétribution. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas chez Foncière, vous allez nous le dire, mais si effectivement ce travail tardif, il correspond à une rémunération, mais il correspond à une dégradation de la qualité de vie personnelle. Est-ce que vous réfléchissez à ce sujet-là? On prend argent comptant le fonctionnement depuis des dizaines d'années. Ça me paraît difficile avec les générations nouvelles de ne pas se poser des questions. Alors j'imagine que la DRH que vous êtes le fait. Alors on s'en pose nécessairement parce que c'est une vraie problématique. On sait que le métier de gestionnaire de copropriété se féminise aussi beaucoup depuis un certain temps. Donc il y a une forte féminisation. Alors après, il ne s'agit pas de faire des caricatures. Je serais mal placée en tant que femme pour dire qu'effectivement ce sont aux femmes de s'occuper des enfants le soir. Bien au contraire, je suis pour l'équilibre dans la vie familiale, mais en tout cas, c'est une réalité de préoccupation sincère que peuvent avoir effectivement à la fois des jeunes femmes, mais aussi des jeunes hommes, des jeunes papas. Donc on se pose la question. Donc, la technologie pourrait peut-être nous apporter quelques solutions. Alors tout ça va prendre du temps. On sait qu'on va avoir la possibilité, l'opportunité, dès lors que les clients aussi, effectivement, y voient un intérêt, parce que je pense qu'il va falloir que ce soit donnant-donnant. Le client s'y retrouve, de faire par exemple des AG dématérialisés à distance. Alors ça reste un exercice probablement très différent que d'avoir des relations humaines en direct. Donc ça doit être expérimenté. On en a beaucoup parlé aujourd'hui voilà, et on continuera demain. Ça fait partie nécessairement autour de ça. des petites pistes. Voilà. Oui. À nouveau, ça n'est pas la solution magique à la problématique. Vous avez parlé tout à l'heure, effectivement, je vous rejoins, l'enjeu pour les entreprises aussi d'alléger les portefeuilles, c'est-à-dire que la digitalisation, elle doit en fait apporter ses vertus en termes d'allègement aussi des tâches à faible valeur ajoutée pour ce métier. Ce qu'elle a un peu fait. Ce qu'elle commence à faire. Ce qu'elle commence à faire. Commence à faire. Donc on peut espérer effectivement qu'avec le temps, les choses évoluent favorablement. Donc ça permet de libérer du temps pour que le gestionnaire effectivement soit plus là où il a une vraie valeur ajoutée auprès des clients. Et effectivement pouvoir progressivement aussi... peut-être aussi faire de la pédagogie auprès des clients et avoir le temps pour le faire, parce qu'on en revient au temps, pour pouvoir expliquer aussi la plus-value à organiser les choses un peu différemment, et notamment le fameux sujet des horaires des assemblées générales, qui est quand même effectivement aujourd'hui un élément de contrainte fort du métier. Nous, on a intégré ça dans la rémunération globale. Il n'y a pas de rémunération spécifique pour ça. Après, c'est une vision globale de la rémunération. Il ne s'agit pas de... Voilà, au global, on fait la même chose, sauf qu'on le fait sous des formats différents. D'accord, très bien. Vous les sentez heureux, pour finir, enfin, première intervention, on va revenir vers vous, mais vous les sentez heureux, vos gestionnaires de copropriété? Alors, c'est quand même compliqué de résumer le bonheur d'une catégorie professionnelle. C'est très difficile. Et même on peut en avoir des C'est une lourde responsabilité que vous me donnez de m'exprimer à leur nom sur leur bonheur quand même. Moi, je dirais que globalement, ils sont passionnés par leur métier lorsque durablement ils s'inscrivent dans ce métier. Et on sait qu'on a un cap à 3-5 ans. Enfin, moi, je le constate régulièrement, où effectivement ceux qui vont vraiment s'inscrire dans la durée vont pouvoir aller au-delà de ces premières années d'expérience professionnelle et vraiment en voir les bénéfices au détriment des quelques contraintes. Mais quel métier n'a pas de contraintes? Nous en avons tous au quotidien. Mais il doit y avoir un équilibre qui se fait avec un bénéfice favorable et ils s'inscrivent dans la durée. Donc je dirais que globalement, ils sont plutôt bien, mais on a encore beaucoup de travail à faire pour leur donner de l'envie de rester durablement, puisque problématique d'attractivité, de donner envie de venir dans le métier. Et une fois que nos gestionnaires sont dans nos entreprises, c'est comment durablement on leur donne l'envie de rester, de s'épanouir Fidéliser. Et de se développer dans ce métier. Donc ça passe par des perspectives de carrière et d'accompagnement, d'évolution de la rémunération, puisqu'effectivement les deux vont ensemble. On doit pouvoir évoluer dans sa carrière et puis aussi avoir des perspectives de pouvoir avoir une rétribution qui évolue aussi en fonction de la maturité, de la valeur ajoutée que l'on va prendre avec le temps et qui va aussi être connue par un moment donné par nos clients.
Eric, Jean-François sera le dernier. Voilà, c'est comme ça. Bon. Et il en faut un, Jean-François. Hein, bon. Je compte sur ta compréhension. Eric, alors plusieurs questions. Bon, déjà, tu vas forcément réagir un peu à des propos qui ont été déjà tenus à ta manière. Tu connais bien le métier. Alors, je parlais de dimension commerciale. J'ai le souvenir d'un appel d'offres qui avait été lancé il y a quelques années sous le nom de Code chez Nexity, Tous commerçants. J'avais trouvé ça très bon, parce que je trouvais en effet que les administrateurs de biens, gestionnaires locatifs ou syndics, n'avaient pas forcément cette dimension. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec Romain. Donc je voudrais ton regard là-dessus. Ton regard aussi sur voilà, cette relation. Je pense qu'on va retrouver des choses en commun, mais avec la clientèle, par rapport à tes gestionnaires, la difficulté, ça nous renvoie à un autre appel d'offres récent que tu as lancé, que j'ai perdu, alors je vous le dis pour le faire sourire, pour vous montrer mon élégance d'ailleurs, mais il était vraiment intéressant pour essayer de faire lever des vocations. Hein. Donc ton regard sur cette difficulté que vous avez, même avec une enseigne très attrayante, on peut bien le dire, je veux dire, Nexity, c'est une enseigne aujourd'hui voilà, qui dans les classements séduit. Malgré ça, on rame un peu. Hein. Donc voilà, tous ces sujets-là, là encore, il y a beaucoup de questions. Les éléments que tu peux verser au débat. Moi, je partage naturellement beaucoup de ce qui a été dit précédemment. Tu fais référence à Tous commerçants, c'est vrai. La première volonté de Tous commerçants, c'était de remettre le client au centre de nos préoccupations, plutôt que de regarder nos propres problèmes et notre métier ô combien difficile, mais ici tout le monde en convient. Tu es d'accord qu'on regarde beaucoup les difficultés quand même, hein. Les discours ambiants sont un peu sombres. Hein. Oui, c'est pour ça que j'essaye, malgré mon grand âge, d'être très optimiste. Quand je dis que c'était remettre le client au centre, c'était de dire que par définition, un client, quand il franchit la porte pour venir nous voir, naturellement, il vient chercher des compétences. C'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. Pour autant, c'est le fond de sauce. Autrement, il ne viendrait pas chez nous. Hein, c'est-à-dire que, naturellement, il vient chercher un juriste, naturellement, il vient chercher un comptable, un technicien et tout ça. Bon. Mais ça ne me paraît pas être l'essentiel. Je crois profondément que le client ne vient pas chercher une relation juridico-administrative technique. Qui ne serait pas différenciante. Enfin, exactement. Qui ne serait pas très différenciante, en tout cas. Exactement. Je pense qu'il vient d'abord... Il ne vient pas chercher un produit. C'est la limite de la notion de commerce qui me gêne, parce que derrière la notion de commerce, il y a l'évidence du produit qui vient tout de suite. Alors je ne pense pas qu'on vend un produit. Je ne pense pas qu'on soit là pour ça. Je crois qu'on est là pour, et c'est ce que vient chercher le client, il vient chercher une relation. Et je partage parfaitement ce qui a été dit à ma droite, il vient rechercher une relation humaine. Il souhaite construire avec nous, avec chacun d'entre nous, une relation de proximité. Et donc, au-delà de la compétence technique, ce qu'il faut que nous développions auprès de nous-mêmes d'abord et naturellement auprès de nos collaborateurs, c'est cette capacité à renforcer cette notion de tout ce qui tourne autour du comportement, du savoir-être, de la confiance en soi, de donner confiance, de rechercher une relation de bon gré avec quelqu'un. C'est beaucoup plus difficile que d'apprendre la loi de 65. Ça me paraît plus être réellement la priorité. Quand quelqu'un, un jeune collaborateur franchit, encore une fois, quelle que soit la taille de nos sociétés, il trouvera à l'intérieur de l'entité dans laquelle il se trouve, qui est 5 personnes ou qui en est 500, il trouvera forcément des gens pour l'accompagner sur des problèmes juridiques, techniques. En revanche, je ne suis pas sûr, et je pense que c'est un peu ça notre faiblesse, qu'il soit en mesure de trouver des gens qui vont le faire grandir dans la relation qu'il va pouvoir apporter
à ses clients. Je mets les pieds dans Je le pense plat. que c'est le fond de notre sujet aujourd'hui. Les deux grandes enseignes, mais Sergic est une grande enseigne aussi. Bon, allez, on va dire il y a 10, 15 très grandes enseignes en France. Est-ce qu'on vous assimile justement à cette dimension-là? Je te provoque Certainement un peu. pas. Voilà, Certainement clairement, pas. on se dit, je vais Certainement avoir une hyper compétence technique. On pense ça, je crois, quand on va chez Nexity ou chez Foncia. Mais le suivi, l'accompagnement, la relation, je ne suis pas sûr qu'on. Voilà, Mais hein. je partage ça. C'est quelque chose qui reste à construire et qu'on a probablement découvert un peu tard. Le digital. Il y a bien longtemps, enfin, toute une période, on sait très bien, je l'ai vécu moi-même comme gestionnaire de copro, etc., où finalement on se disait globalement le client, je vais en faire ce que je veux, je maîtrise le droit, la technique et le machin, et je vais l'emmener où je veux. Aujourd'hui, le client, niette, c'est pas ça. C'est intéressant ce que tu dis. C'est pas ça du que tout. le syndic, on lui a dit, tu es une femme ou un homme de pouvoir, beaucoup plus que de relations commerciales ou de services. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je pense que c'est un de nos gros handicaps aujourd'hui, et je crois profondément, compte tenu, et ça a été dit avant moi, de la pénurie de gestionnaires sur le marché, c'est que c'est l'occasion extraordinaire. Je pense que certains sont mieux placés. Je crois que globalement, dans une classe, dans une promotion qui sort d'une école de profession immobilière, il y en a combien qui vont faire du syndic? Il y en a 5%, il y en a 10%. 5% et encore, les bonnes années, entre 3 et 5%. Voilà. Donc il va bien falloir se débrouiller autrement. Et donc cette réflexion autour du savoir-être, savoir-faire, c'est que par définition, ça ouvre tout un champ qui est infini pour diversifier les sources de recrutement autour de la capacité d'un individu à développer, parce qu'il y a une partie d'intuition dans tout ça. Hein, on est un peu avec Bien ça sûr. ou pas, mais encore une fois, ça se travaille. Et ça permet aujourd'hui, me semble-t-il, d'aller chercher des gens qui n'ont jamais fait de droit, jamais fait de technique de bâtiment, etc., et de les faire grandir parce qu'ils ont des vraies valeurs, eux, au fond d'eux, et parce qu'ils ont travaillé dans d'autres types d'histoires, leur propre histoire, et qui répond beaucoup mieux, a priori, aux attentes des clients. Avant que Jean-François s'exprime, sur le digital, bon, Nexity s'est assigné d'être en pointe là-dessus, hein, tout métier confondu d'ailleurs. Est-ce que déjà ça a transfiguré la fonction de gestionnaire de copropriété? Est-ce que c'est en cours de transformation? Est-ce que les outils sont venus enlever de la pénibilité, on va dire? On parlait tout à l'heure avec Nathalie en tout cas de cet espoir relatif. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui de l'état des lieux? Tout ça est juste. Moi, je pense que on ne fait pas du digital pour faire du digital. Naturellement, tout le monde va faire de la dématérialisation, on va enlever des tâches à faible valeur ajoutée. Moi, je pense que le digital, c'est le sens de l'histoire, de l'évolution des usages des clients. Et encore une fois, remettons les clients au milieu du truc. Si on réfléchit, si on investit dans des solutions digitales, c'est juste parce que c'est la réalité de l'attente du client. Et on est là pour servir le client, c'est notre métier, encore une fois. Donc effectivement, ça évolue rapidement, mais je voudrais dire qu'on est sur, finalement, j'aimais bien l'expression de tout à l'heure, on est au cœur de la vie des gens. Et c'est vrai. On est l'acteur de proximité au cœur du quotidien des gens. Ce que je dis toujours à un certain nombre de collaborateurs qui, naturellement, vivent difficilement leur métier, je dis, mais attendez, pourquoi vous ne commencez pas par raconter à vos clients que le soir, quand il rentre chez lui, la porte de garage s'ouvre, que la lumière s'allume, quand il appuie sur l'interrupteur, tiens donc, il y a de la lumière. Quand il appuie sur le bouton de l'ascenseur, il y a un ascenseur qui arrive. Quand il pénètre sur son palier, etc., c'est généralement propre. Quand il rentre chez lui, il peut se faire couler un bain et se mettre devant sa télé et profiter de sa famille. Tout ça, c'est un peu grâce C'est aux juste gestionnaires. simplement parce qu'on est là.
Alors, Jean-François, et merci de ta patience. Tu es titré 1000 fois pour t'exprimer sur le sujet, comme professionnel, comme ancien président de la fédération, et puis aujourd'hui comme président d'école. Alors on va se centrer sur la formation, si tu le veux bien, mais tu pourras dériver. Hein. Qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui qu'on n'ait pas envie de faire ce métier, et surtout, pour être plus positif, qu'est-ce qui peut faire que dans nos écoles, hein, si tu me permets de m'associer à ça, on trouve les bons arguments pour convertir des jeunes à ces métiers-là. Je donnais le chiffre à la demande d'Éric tout à l'heure, il est catastrophique, hein, il n'est pas bon, voilà, il n'est pas bon, on ne sait pas faire lever les vocations de jeunes ou moins jeunes en reconversion. Quel apport tu ferais avec cette grande expérience que tu as du métier de syndic et que tu aimes, parce que tu fais partie des passionnés? Oui, merci Henri. Alors d'abord, moi j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup appris autour de la table, et j'ai vu qu'il y avait une évolution sur la vision du métier, c'est très bien. Pour répondre à ta question, la première des choses, c'est qu'il faut d'abord que les patrons eux-mêmes aiment ce métier. Parce que si les patrons qui recrutent, qui embauchent, qui vont gérer le personnel, qui vont faire évoluer le personnel, n'ont pas la passion du métier, bah c'est compliqué. Si tu dis ça, c'est que tu ne la vois pas partout, sûrement. Je ne l'ai pas vu partout. Voilà. Voilà. Bon, on va faire du politiquement correct. Et tu connais pas mal la profession. Je connais pas trop mal la profession. Je connais bien les adhérents du Français de Navarre. J'ai traversé toute la France pendant 30 ans. Je pratique aussi le métier. J'ai aussi des copropriétés en syndic dans mon propre cabinet, qui n'est pas à Paris. Personne n'est parfait. Même l'inverse. Et je dirais que... Bon, et les syndics à Dijon, en Bourgogne. Voilà, c'est dit. Enfin, je vois pas... Non, pour faire ce métier, Henri, il faut aimer les gens. Moi, ça m'est arrivé dans ma carrière, sur mes 34 ans de service, de recruter des syndics pour mon entreprise. Et ça m'est arrivé de recruter des gens qui n'étaient pas juristes, qui n'étaient pas techniciens, qui n'étaient pas comptables, qui n'étaient pas gestionnaires. Et pour autant, j'en ai fait d'excellents syndics, d'excellents gestionnaires, parce qu'ils aiment les gens. Et on ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas les gens. Il faut aussi pour cela que dans l'entreprise, que le patron ait mis en place, alors moi je parle plus des PME, hein, puisque je suis... Non mais justement, c'est intéressant, on a eu deux voies de groupe. Après, on retrouve la même chose dans les grands groupes, hein. C'est une question de dimensionnement, d'organisation. Il faut que le responsable de l'entité, on va dire, mette en place un back-office pour que le front-office soit à l'aise. Le back-office, ben, c'est justement les gens qui font la comptabilité, c'est les gens qui maintenant vont faire le marketing digital, c'est les gens qui maintenant vont servir de l'intelligence artificielle, c'est les gens qui vont servir des outils. Il y a aujourd'hui beaucoup de logiciels qui créent des réseaux sociaux à l'intérieur même des copropriétés, mais il faut les alimenter, il faut les structurer, il faut les construire, etc. Donc le métier, il a énormément évolué, et il faut qu'il y ait pas mal de back-office. On les a tous, hein, dans les grandes entreprises, vous les avez aussi, pour que le gestionnaire de copropriété qui lui est en front soit à l'aise. Il sait que quand il va à une assemblée de copropriété, depuis l'année dernière, il sait que le boulot, il était fait. C'est comme le gamin qui va à l'école, il y a celui qui a fait ses devoirs et celui qui ne les a pas fait. Le gamin qui a fait ses devoirs, il arrive à l'école le matin, il est content. Celui qui ne les a pas fait, il a le trouillomètre à zéro, il se met au fond, il dit pourquoi on n'interroge pas. Et bien c'est la même chose. Donc si on a une organisation qui est bien structurée, et je pense qu'aujourd'hui, nos métiers sont de plus en plus structurés. La profession de syndic, aujourd'hui, elle s'est bien structurée avec les grands noms qui nous entourent, et je veux flatter personne, mais il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a eu beaucoup de process, il y a eu des process, il y a eu de la formation, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place. Et nous, dans les écoles que nous avons, pour avoir créé et présidé l'école supérieure de l'immobilier, et tu en présides une autre, et on est très confrères, on sait très bien aujourd'hui que le niveau s'est élevé énormément. On a aujourd'hui, les gens qui rentrent chez nous sont des gens qui ont des niveaux de bac plus 3, bac plus 5, hein, assez facilement. On a encore aussi des bac plus 2. Et je dis volontairement le niveau sans parler du titre de la formation, parce que ce qui est intéressant, c'est la capacité, c'est d'avoir des gens qui ont un savoir-être,
qui ont de l'empathie, qui vont avoir envie de servir les gens pour gérer leur premier patrimoine, leur patrimoine leur plus important, pour qu'il soit optimisé, pour qu'on arrive à maîtriser les charges dans ce monde où les charges, malheureusement, sur tous les postes d'une assemblée de propriété, tout augmente. Les assurances, le gaz, l'électricité, les travaux, les salaires, les concierges, tout augmente de façon intempestive. Et quand on dit le syndic, ben voilà, il a augmenté ses honoraires de 1,5% cette année, voilà, on va en discuter pendant 2 heures, sauf qu'on ne regarde pas forcément ce qui était fait derrière. C'est pour ça qu'il faut que le back-office soit bien fait derrière. Alors le recrutement, ben, la profession elle a quand même beaucoup bougé parce que on sait aujourd'hui aussi que je regarde mon voisin de droite, pour gérer une copro de 800 lots, on ne met pas un gamin de 24 ans. Voilà, ça paraît évident, mais je le dis parce que des fois, on voit des trucs qui sont un peu aberrants. Et c'est comme ça aussi qu'on casse des jeunes et qu'on casse des vocations. Pour gérer des immeubles neufs. Pour gérer des immeubles neufs qui ont une particularité, qui ont des spécificités, pour gérer un immeuble de bureau qui a une particularité, une spécificité, pour gérer, bon, je gère un centre médical où il y a 150 médecins, je peux vous dire que c'est pas de la tarte non plus, mais pourtant c'est des gens très intelligents et quand on leur fait de la bonne pédagogie, ils comprennent et on avance et l'assemblée, au lieu de durer 4 heures, elle dure 1h30. Elle dure 1h30 parce qu'on est allé à l'essentiel. Donc aujourd'hui, on voit chez les jeunes, c'est vrai qu'on sur une population de jeunes qui rentrent, on s'aperçoit qu'il y a 5 ou 10% qui éventuellement se disent pourquoi je ne ferai pas du syndic. Et finalement, quand ils réfléchissent, moi j'ai une jeune qui est en master là en ce moment, donc elle est en apprentissage, en alternance, et elle me dit mais monsieur B, moi je fais ce métier parce que je sais qu'il y aura de plus en plus de copropriétés, c'est inéluctable. L'OSRU, densification, urbanisme. Il n'y aura pas de chômage technique. Deuxièmement, ce sera de plus en plus compliqué, on le voit, loi Allure, loi Elan, et c'est pas fini, ça continuera. Et c'est normal, parce qu'aujourd'hui, la vie est de plus en plus complexe dans tout ce que l'on fait. Par contre, puisque la vie est de plus en plus complexe, on aura toujours besoin de gens qui nous la simplifient. Pour décoder. Pour décoder. Et je veux dire que c'est comme la voiture. Il y a 40 ans, c'était très simple. Aujourd'hui, on n'ouvre même pas le capot, mais il y a des gens qui nous le simplifient et c'est facile à conduire. Eh bien, on a besoin de gens qui nous le simplifient et pour ça, il faut des gens qui soient passionnés et qui, quand ils ont compris ça, mais je peux vous dire qu'il y a même des gens de 23, 24 ans qui veulent faire ce métier parce qu'ils l'ont compris. Et quand on aide ces gens-là à se réaliser et donc à être proche, on a parlé de la proximité, à être réactif, à avoir tous les outils derrière et avoir une vraie équipe derrière, et à ce moment-là, on devient un chef d'orchestre et c'est là tout le bonheur de ce métier parce qu'on s'aperçoit qu'en définitive, on a amené nos propriétaires là où ils souhaitaient aller en améliorant les choses. Est-ce qu'il y a assez de fierté dans le métier? Et je vais sensiblement à la question des honoraires et de la défense des honoraires. Tout de même, j'entendais dans une autre table ronde, juste avant de vous retrouver, que si on ramenait à la valeur du patrimoine géré, alors à Paris, un immeuble, il vaut tout de suite 10 millions, 15 millions, 20 millions, et puis on va discuter de 20 ou 30 euros d'honoraires, quand c'est pas moins que ça, au lot. Henri, voilà. Moi, j'ai comme certains de moins en moins nombreux, j'ai vécu la crise de 93, j'ai vécu la crise de 2008, et dans ces périodes-là, les professionnels se disaient nous qui faisons du syndic, on est bien content d'en faire. Hein, parce que peut-être qu'effectivement, celui qui se dirige la transaction, il a un appât du gain qui est plus important, mais quand on est en période de vache maigre, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc je pense que globalement, il faut aussi savoir défendre ses honoraires, mais tout ça, ça passe par de la pédagogie. Quand on explique aux clients ce qu'on fait, et dans les écoles, je crois qu'on a bien fait évoluer. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais par exemple, on a modifié nos contrats de qualification professionnelle qui sont des diplômes de branche, on va dire, reconnus. Et aujourd'hui, avec ces contrats de qualification professionnelle, on amène en 400 heures de formation faites en alternance des gens à un niveau de compétence avec des nouveaux outils qui n'existaient pas avant. Et ils ont vraiment l'impression de faire un vrai métier et d'avoir acquis des vraies compétences. Et forcément, là, ils sont plus heureux dans leur métier. Alors, moi, je propose qu'on donne la parole à la salle, qu'on se donne une dizaine de minutes. On a pris du retard, mais ensuite, on sait qu'on va vers des moments de détente. Et ça vous conduira comme ça à reprendre la parole et à compléter. Je cède ce micro. Non, je vais en piquer un, parce que moi, le mien, je ne le cède pas. Merci, Jean-François. À vous. Oui.
Bonsoir. Vous parlez de difficultés de recrutement et moi je ne vois aucune annonce d'emploi, de recherche de gestionnaire. Alors est-ce qu'il y a, comment fonctionne le marché? Est-ce que c'est complètement caché? Comment est-ce qu'on Romain, s'adresse? on va lui passer le micro et puis ensuite tous ceux qui veulent compléter, Nathalie ou Eric en particulier. Alors, on voit pas beaucoup d'annonces. La NPE en publie pas beaucoup. Si vous êtes habitué sur beaucoup de réseaux qui sont, alors les réseaux professionnels, même par exemple LinkedIn, on les voit passer. Nous, au sein de nos propres forums qu'on a entre gestionnaires, je peux vous dire que les annonces, elles passent à tour de bras. Je dis toujours qu'il y a un mercato, parce qu'il y a un mercato de la saison qui est souvent mois d'avril, où là, toutes les équipes se constituent pour qu'à l'été, elles soient reconstituées et qu'on commence la rentrée. Il y a des annonces qui passent régulièrement. Elles sont peut-être pas mises en valeur telles que, on va dire, en pleine page d'un journal, mais ça ne marche pas. C'est vrai que c'est plus ça. Il y a même aussi des chasseurs de tête qui sont sur le chemin des syndics, qui sont spécialisés. Les sites des écoles aussi. Il y a les sites des écoles, il y a beaucoup de choses. Mais je pense que mes confrères pourront plus en parler, parce que là, c'est vraiment plus votre prise. Moi, c'est plus mon réseau, parce que c'est aussi un petit univers. Oui. Et mon réseau, je fais dire à tout le monde, j'ai besoin de quelqu'un dans mon équipe, je communique à mort dessus, et puis je récupère des CV, ils arrivent tout seuls, ou c'est le copain d'un copain qui me fait passer. Mais ça reste effectivement souvent un milieu assez fermé. Nathalie, avec les besoins importants qui sont ceux d'un groupe comme Foncia, vous passez pas d'annonce? Ça m'inquiète. Donc, alors, je vous invite pour Foncia en tout cas à aller sur le site de foncia.com et j'espère que vous trouverez les sites carrières. Donc les postes sont visibles, mais on publie sur tous les sites du type Monster, Indeed, classique. Et donc voilà, sur LinkedIn, on est. Mais j'entends qu'on doit encore se perfectionner si c'est pas visible. Mais en tout cas, on est présent. Est-ce que vous avez, même question pour Eric, mais des passages de vos autres métiers vers le métier de syndic? J'entends qu'un gestionnaire locatif dirait à un moment donné, allez hop, je passe sur le métier de syndic parce que, chez Nexity ou chez Foncia ça me tente, ou pourquoi pas un transactionnaire, soyons fous. Est-ce que ça se voit ça, ou ça n'existe pas? Ça se voit, pas suffisamment à notre goût, mais effectivement on favorise la mobilité professionnelle interne avec de l'accompagnement forcément en termes de formation. Oui, on réussit des passerelles internes, de la gestion locative, voire même de la comptabilité, ça arrive, voire même de la transaction, parce qu'effectivement c'est tout à fait aussi possible, donc il ne faut pas se l'interdire. Et on accompagne avec de la formation, on a un dispositif aussi de pépinière qui est un peu spécifique, où on fait du pré-recrutement, en fait, on recrute des personnes qui vont venir en fait intégrer un dispositif de formation, être missionnées temporairement, par exemple, sur des missions de remplacement temporaire et qui vont apprendre le métier avant d'avoir une affectation sur une mobilité régionale, par exemple, qui leur convient définitive. C'est un autre moyen, effectivement, de préparer l'intégration dans le métier qui répond bien aussi aux problématiques de mobilité interne. Eric ? Oui, je pense qu'on a, de ce point de vue-là, un peu les mêmes modes de fonctionnement. On utilise les mêmes vecteurs pour les annonces et les candidatures. Cela étant, ce qui est important, c'est effectivement de pouvoir drainer des contacts. Ça prend beaucoup de temps. On a l'habitude d'organiser chez nous régulièrement ce qu'on appelle des after-work, qui permet dans des moments un peu de convivialité de rencontrer des gens, ceux qui viennent, et qui peuvent venir d'ailleurs de tous horizons. Oui. Et c'est là où on élargit le spectre des candidatures. Sur le modèle un peu du vivier, ce que l'on a mis en place, tu faisais référence à cet appel d'offres tout à l'heure, oui. On a mis en place une classe dédiée copropriété. On avait fait la même chose, parce qu'on parle de gestion de copropriété, on a les mêmes sujets sur des problèmes de comptabilité. Oui, bien sûr. Donc on essaye de dédier des classes, donc en partenariat avec une école, et on a comme compagne, comme ça, des séquences de 20 à 25 candidats, à la fois à l'école et à la fois avec un tuteur dans des structures chez nous où ils sont accompagnés pour apprendre la technique du métier. Mais ce qui nous importe
notamment dans le recrutement de ces candidatures, c'est d'abord la personnalité, le savoir-être, le comportement qui, semble-t-il, répond en priorité à l'attente et à la relation qu'on veut construire avec des clients. C'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, on est au cœur de la transition de beaucoup de choses. On est dans une virtualisation un peu de chacun de nos vies à titre personnel, hein, comme consommateurs. Nos clients, ils consomment du syndic comme nous, on consomme n'importe quel sujet. Et donc, on a des attentes qui sont un accompagnement et finalement, je me débrouille tout seul au maximum avec des outils digitaux. Mais encore une fois, l'attente à côté, c'est du virtuel, mais à côté de la relation individuelle de proximité. Et donc, il faut arriver à tirer le mieux des deux pour répondre à l'ensemble des attentes. Tiens, moi, je pose une question intercalaire. Pardonnez-moi, avant que je l'oublie. On n'a pas parlé du tout on a parlé de la relation avec la clientèle, des exigences, etc. On n'a pas parlé du tout des questions de tension, d'agressivité. Moi, j'entends beaucoup ça aussi. Alors, peut-être Romain va nous dire un mot là-dessus. Est-ce que c'est un vrai sujet ? Je veux dire, dans tous les métiers de service, il peut y avoir des est-ce qu'il faut être mieux formé à la gestion de ces situations ? Naturellement qu'il y a de l'agressivité, naturellement il y a des comportements de plus en plus difficiles. Peut-être encore plus dans les grandes villes. Plus dans les grandes villes. Oui, encore que c'est pas sûr. Mais encore une fois, il y a des réponses. Il y a des réponses fortes. Techniques. Et c'est des réponses techniques, de comportement, de savoir-être. C'est ça. C'est-à-dire quelqu'un qui t'agresse. Si tout de suite tu l'agresses, c'est mort, ça va monter en cascade. En revanche, si tu as le réflexe, mais ça s'apprend, hein, ça se travaille, de prendre un peu de recul et d'essayer de comprendre réellement ce qu'il y a au fond de la réalité de son agressivité, les problèmes, la tension retombe. Donc c'est des choses qui s'attendent. C'est mieux si tu as fait le travail en amont aussi, hein, comme disait Jean-François. Tu es plus à l'aise quand même. Romain, là-dessus, et la question de monsieur. En fait, l'agressivité est liée. Moi, j'avais une copropriété où c'était le premier lundi de chaque mois. On les voyait le matin. J'avais la boule au ventre le dimanche soir parce que j'avais fait le boulot. Et j'arrivais, je me faisais exploser pendant 3 heures. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, des insatisfaits. Donc il y a une vraie agressivité. Ils avaient rencontré, alors j'avais eu pour une fois le management qui était venu, j'ai eu le directeur de l'agence, le directeur régional qui était venu, etc., pour expliquer qu'il y avait un vrai problème de communication, mais vraiment une agressivité. Moi, personnellement, je me suis déjà fait agresser dans mon bureau par un copropriétaire aussi. En soi, je l'avais prévenu de la situation. J'ai fait tout ce que je devais dans l'intérêt de la copropriété. C'était un restaurateur, par exemple, qui mettait sa terrasse sur le parking. J'ai dit, pour des risques d'incendie, les tables et les chaises en bois, c'est pas trop indiqué dans la copropriété. Je l'ai prévenu, j'ai fait évacuer, etc. Il est arrivé dans mon bureau, il m'a chopé par le col. J'ai failli... Alors, effectivement, je pouvais me battre comme un chiffonnier et on règle les comptes. Et puis voilà... Moi, j'ai pas bougé, je l'ai laissé redescendre. Et puis, quand il a entendu qu'on appelait la police, etc. Mais quand vous avez cette peur-là en disant... et il est revenu en Assemblée Générale pour me menacer devant tout le monde. Et tous les copropriétaires regardaient leurs chaussures pendant qu'il était en train de me menacer. Et là, c'est véridique. Le seul qui s'est levé, c'est un monsieur qui était sous assistance respiratoire avec une bouteille d'oxygène. C'est le seul qui a trouvé du courage pour lui rappeler qu'on était en France et qu'il y avait des lois et qu'on ne menaçait pas les gens comme ça. Mais sinon, tout le monde regardait ses chaussures. Il n'y en a pas un qui bougeait. Hein. Donc, il y a vraiment ça. Et il y a effectivement, je rejoins la discussion de mon voisin, c'est-à-dire que la pédagogie, quand vous arrivez... Alors, c'est pour ça que j'insistais sur le savoir, même s'il y a le savoir et le savoir-être, le savoir vous donne un aplomb pour expliquer la situation. C'est clair. Après, si vous savez bien l'exprimer et que vous êtes un bon orateur, ça aide encore plus, ou un bon pédagogue. C'est clair. Et effectivement, c'est un tout. Si vous avez bien fait votre boulot, si vous le présentez bien, même quand ça ne marche pas, eh ben vous êtes tous là à comprendre que des fois, ça ne peut ne pas marcher. Ça, c'est normal. À vous. Pardon, j'ai intercalé ma question. Vous avez expliqué vos difficultés à trouver des candidats pour le métier de gestionnaire de copropriété. En effet, moi, en tant que président de conseil syndical, je ressens que vous manquez de gestionnaires, parce qu'un gestionnaire qui a entre 50 et 60 copropriétés à gérer, je parle pour Paris, les immeubles de Paris, je pense que c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Mais je vais mettre les pieds dans le plat.
est-ce que vous êtes sûr de bien rémunérer vos gestionnaires de copropriété? Alors, très bonne question. Je voulais qu'on l'aborde. C'est très bien que ça vienne de la salle. D'autant qu'il y a peut-être des idées reçues. Le gestionnaire de copropriété, je donnerai mon avis aussi, parce que Jean-François, ça nous concerne un peu. Combien sont payés après leur diplôme nos étudiants? Sont-ils bien rétriés? Je dirais bien traités. Il n'y a pas que le salaire, il peut y avoir beaucoup de choses. Nathalie, puisqu'on a une DRH à notre tribune, et puis tous ceux qui veulent intervenir. Alors, c'est forcément une question que les entreprises doivent se poser. Alors, effectivement, vous avez raison, il y a la question, on en a parlé, du volume et de la volumétrie, pour être vraiment focusé avec le temps nécessaire par rapport aux clients. Donc ça, c'est un premier axe de travail qui n'est pas encore là, exactement là où on voudrait être. Donc ça, en tout cas pour nous, c'est un vrai travail de fond. Je rejoins le sujet de la digitalisation qui n'est pas un fin en soi, qui est un moyen de répondre, de donner de l'information aux clients et d'alléger les tâches à faible valeur ajoutée pour, je vais reprendre aussi les mots qui ont été évoqués, de redonner plus de front, c'est-à-dire des gestionnaires plus disponibles, plus nombreux vis-à-vis de nos clients. Donc ça, c'est un premier enjeu. Après, pour les recruter, il faut leur donner envie et effectivement qu'ils s'investissent dans la durée, j'en ai parlé. Donc la carrière, et c'est pour ça que je rajoute la rémunération, je mets bien les deux. C'est-à-dire que il ne suffit pas d'avoir la bonne rémunération. On sait qu'on a besoin aussi de se projeter dans le temps dans un métier. Donc comment aussi je vais pouvoir progresser durablement dans un métier et comment ça s'accompagne en termes de rémunération. Voire en passant sur un autre. Comment? Voire en passant sur un autre métier. Exactement. Donc c'est un travail de fond qu'on a fait toute l'année 2019, d'ailleurs chez Foncia, face à l'évidence des difficultés de recrutement et de fidélisation des collaborateurs dans la durée, pour remettre en perspective des parcours de carrière qui soient rythmés dans le temps, avec vraiment une montée en compétences et un accompagnement sur cette montée en compétences dont on a parlé, qui n'est pas nativement forcément solide dans les entreprises sur la partie comportementale, puisque ça met en difficulté les collaborateurs à un moment donné aussi humainement, pour se projeter dans ce métier, parce que ça reste des relations humaines parfois effectivement qui peuvent être dans l'extrême conflictuelles. Et parallèlement, on a travaillé effectivement sur une perspective d'évolution de rémunération individualisée, donc il y a la notion aussi de ma performance individuelle et comment je peux construire une rémunération avec beaucoup de transparence. Parce que là aussi, je pense que les temps ont changé. Ce qui est étonnant, on est souvent, je pense, étonnés, nous, de constater que les jeunes générations discutent de leur rémunération comme s'ils discutaient de leur loyer. Ah, il n'y a pas d'omerta. Il n'y a plus d'omerta, alors qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière, je ne crois pas que les gens participaient ou partageaient leur niveau de rémunération. C'est plus du tout un sujet. Donc de toute façon, les entreprises doivent communiquer et doivent être transparents sur les perspectives de rémunération. Donc est-ce que ce que l'on a fait, je n'ai pas encore le résultat puisque c'est en train de se mettre en place chez Foncia. En tout cas, on espère que ça réponde à une des problématiques du bon niveau de rémunération pour le gestionnaire, avec, j'insiste aussi, la bonne volumétrie de clients à adresser. C'est un ensemble des choses, parce que moi, je me suis beaucoup battue contre une idée reçue. J'avais des managers qui me disaient, on ne paye pas assez. Je leur ai dit, peut-être, mais je pense qu'il ne faut pas que regarder la rémunération. Bon, c'est un ensemble de choses et c'est des réponses globales qu'il faut apporter. Ce que je dirais au nom des autres écoles aussi, je prends la parole pour gagner du temps, c'est que la fonction est bien rétribuée. Les gestionnaires aujourd'hui, en sortie de Bac+5 pour la plupart, dans les grandes villes, dans les villes moyennes, le marché étant ce qu'il est, c'est-à-dire très demandeur et peu offreur de compétences, les niveaux de rémunération sont élevés, c'est-à-dire comparables à des sorties de grandes écoles de management, je le dis très clairement, et bien sûr des différences entre des cabinets à plus grande surface financière et des cabinets moins riches, mais le problème à mes yeux, n'est pas là. Je crois que c'est pas le sujet. Alors, une seule dernière question que m'autorise la régie. Non, c'est pas monsieur qui avait, non, je ne sais plus. Non, non, c'est fini. Bon, alors non, oui, mais non, il n'y a pas madame parce que, vous voyez, l'heure a tourné. Alors simplement, si nos orateurs l'acceptent, après vous pourrez continuer à parler avec eux, je suis sûr qu'ils l'accepteront. Moi, je voudrais les remercier parce qu'ils ont eu une très grande franchise. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses sans épuiser le sujet. Sans épuiser l'auditoire. Et la preuve qu'il n'est pas épuisé, je pense qu'il garde des forces pour vous applaudir parce que vous avez vraiment été très clair. Voilà, très clair.